Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous savez que je ne serai pas là cette semaine, donc je ne vais pas vous laisser non plus tout seul et abandonné, mais je vais essayer de vous faire là en 5 minutes un petit résumé donc, de cette semaine énorme qui vous attend. Ça me fait chier parce qu'au final je sais pas comment je me démerde, mais à chaque fois que je prends mes vacances, je me démerde toujours de me trouver pendant les grosses semaines, c'est-à-dire de me barrer là où il faudrait effectivement que je sois là. Mais bon, c'est comme ça, il ne faut pas changer maintenant. Donc, on va faire un petit tour graphique rapide. Donc, les cryptos, moi je ne veux pas faire compliqué. Je prends ici un graphe mensuel. On a cassé le plus haut mensuel, on maintient le plus bas. Normalement, c'est la fin des cracks. C'est-à-dire que dans un crack, ça ne peut pas se produire. Alors, on va voir. Bon, parce que la dernière fois, ça s'était produit là, c'était milieu de crack. Donc, attention. Voilà, ici, le crack n'était pas mature. Là, pour moi, un crack mature, avalement, enfin pas avalement, mais cassure d'un plus haut mensuel, c'est suffisant. On va voir ce qu'il en sera derrière. Est-ce que le mois prochain sera donc un mois haussier? Est-ce que cette fin de semaine va se déclencher ou pas? Enfin, voilà, bref. Moi, je m'en fous. On verra bien. En tout cas, je reste dans les scénarios spéculatifs pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre. Je reste donc dans ces optiques-là. Par contre, je veux pas qu'on casse le plus bas du mois. C'est-à-dire que voilà, là, si ce mois-ci on devait clôturer comme ça, je veux clairement un mois de février qui attaque tout de suite à la hausse et qui va donc me péter le plus haut du chandelier sans me péter le plus bas. Voilà, si on va péter le plus bas, ça commence à devenir un peu moins bon. Même si on fait une clôture négative, moi cette clôture négative, même si elle est là, comme elle se produit sur des zones de forte survente et qu'on cherche la constitution d'un support, ça veut juste dire qu'on n'est pas supraboule. J'aurais aimé qu'on fasse le mois ici, c'est-à-dire qu'on vienne clôturer le mois. Attention, il reste quand même quelques jours de trading aussi, et on peut très bien remonter tout ça et venir clôturer le mois à 170, 200, voilà, sans problème. Donc faites attention, le mois n'est pas clôturé, mais même s'il devait clôturer en l'état, c'est-à-dire on continue la léthargie actuelle des cryptos à court terme ici, même ça pour moi c'est pas vert. Donc voilà, faites comme vous voulez, mais moi je pense que c'est pas vert. Donc toujours gestion du risque sur les trades spéculatifs là-dessus pour ma part. Il y aura bien un stop loss déclenché si ça devait dérouiller. Et par contre les buy and hold, c'est buy and hold, donc fuck off, je ne bouge rien du tout. Les marchés classiques, voilà. La semaine qui arrive, je vais résumer un très simple. Tesla, Microsoft, qu'est-ce qu'on a d'autre qui publie? Amazon, Boeing, tout ça, là, ça publie au sein de la semaine. Donc les gros pontes des indices, là, les gros poids lourds des indices vont publier cette semaine. La grosse journée, c'est mercredi. En plus de ça, vendredi, NFP pour mettre tout le monde d'accord. Donc c'est the big week. C'est le carnage attendu cette semaine. Donc volatilité, les attentes de volatilité au plus haut. On est sous résistance, donc attention, on peut très bien avoir des fausses cassures de cette résistance. La zone de résistance est énorme et donc on a une propension à travailler cette zone de manière très volatile et incapable à lire. Donc moi, comme je savais que je partais en vacances et que je voulais pas et que j'allais rater la plupart des sessions de trading et des timings, je me suis dit c'est bon, je me positionne en avant, donc j'ai pris tous les indices, j'ai tout, alors sauf le DAX, je l'ai mais tellement faible que je devrais même pas le marquer en rouge ici, mais sinon j'ai tout le reste. J'ai toujours pas de FTSE pour les raisons, voilà, pas suffisant en termes de prix, donc je prends pas. Par contre, j'ai de l'Eurostoxx, du Nikkei, du Hang Seng, du SP, du Dow Jones et du Nasdaq. Risque global 12%. Auquel j'additionne et j'ai plus ou moins calculé au doigt mouillé à peu près 5% de perte à attendre en plus sur les actions si jamais le S&P devait donc venir coter vers la zone des 2830, 2840. Ici je me bouffe donc un gros gadin probable de 15 à quelques pourcents sur le compte. Voilà. Alors on va mettre tout ça dans un contexte. Certaines personnes peuvent dire, mon Dieu, mais 15%, mais c'est énorme. Non, voilà. Donc déjà depuis début janvier, là, donc avec les trades sur le yen et tout le merdier, j'ai déjà à peu près 22% dans la caisse. Donc en gros, je resterai toujours positif sur l'année. C'est juste, ça me ferait chier d'en rendre une bonne partie. Mais si ça devait arriver, ça arrive. Évidemment, dans l'autre sens, si ça tombe, c'est 40% de gains sur les indices, auquel je pourrais probablement ajouter un 20% sur les actions. Autrement dit, ça vaut clairement le coup, puisque je fais quasiment x4 sur le risque par rapport à l'activation. C'est-à-dire, si ça marche, je gagne 4 fois plus que ce que je perds sur le trade spéculatif. Et encore une fois, je vous rappelle que la spéculation, elle ne me sert pas simplement à faire le gogol sur les réseaux et vendre avant tout le monde ou acheter avant tout le monde. Ça me sert surtout à avoir les prix spéculatifs qui me permettent derrière de prendre les trades sur breakout et de prendre les tendances avec des leviers sans prendre plus de risques. Donc le principe, c'est que je ne vais pas m'arrêter là en termes d'exposition si ça doit valider. Si ça part au sud, je vais prendre des trades en breakout, ce qui fait que je gagnerai bien plus que les chiffres qui ont été annoncés avant. Donc il va de soi que pour l'instant, c'est un scénario qui, s'il valide, va franchement me remplir les popoches. Donc pour l'instant, patience. Je ne sais pas ce qu'il en est sur ce marché.
Mais il faut rester très très tranquille sur cette zone-là et des stops assez larges. Pour moi, les stops ne peuvent être placés que là, c'est-à-dire c'est là où il y a une zone de stop, c'est là où les vendeurs ont pris la main la dernière fois. Donc pour moi, il y a une prise en main majeure des vendeurs ici. Ici, ils ont récupéré leur gain sur cet objectif de target de range. C'est bien la psychologie pour moi qui domine, à savoir on a un marché baissier mais qui prend une structure de range. Comment on appelle ce marché? Je vous le rappelle, c'est toujours la même en Elliott. C'est ce qu'on appelle les diagonals, c'est-à-dire des marchés qui vont en deux sens, dans tous les sens. C'est-à-dire ça fait toujours des deux vagues, d'accord? Là pour moi on a deux vagues ici. En doute, hein, j'ai un doute, hein, comme je vous dis, j'ai toujours le doute qu'on en fasse une et qu'en dans ce cas-là, on vienne faire une deuxième derrière. C'est possible, d'accord? C'est totalement possible. Mais pour moi, il y aura une gestion du risque à faire, mais cette gestion du risque, elle se fait plus ou moins par là, proche de ce support, sous les 2005. Et je vois difficilement comment le marché pourra réussir à s'affranchir de ça. Puisque pour l'instant, nous avons donc un contexte vendeur, un canal de tendance vendeur. On est ici en zone vendeuse, on voit bien les lignes de tendance, il y a tout ce qu'il faut hein, qui corrobore l'intrait technique de cette zone. Normalement, dans un marché baissier, après deux coups en haut, ça doit vendre ici sans aucun problème. Donc technique baissière. Psychologie baissière, hein, toujours ma pattern du Grey Rhino, c'est-à-dire ça baisse, c'est évident. Hein. Pourquoi ça baisse? Les valorisations baissent des entreprises parce qu'on les a surpricées, complètement surpricées. On a suracheté toutes les mêmes merdes qui sont bourrées dans les ETF. Je vous rappelle que le volume ETF est toujours excessivement à l'achat, donc ne vous faites pas baiser la tronche. Hein. On va juste le faire pour que vous le voyez. Hop, on remet notre graphique sur les ETF. Alors on va regarder où on en est de la situation danger de l'achat des particuliers, hein, c'est-à-dire fin de cycle, les particuliers ont acheté des sommets, voilà, génial. Et regardez-moi ça, vous les voyez les ETF en panique, ouh, c'est la fin du monde sur les ETF, on va finir là sur les ETF. Donc vous voyez, rassurez-vous, il y a encore du monde à sortir. Hein. Donc si vous croyez que les baisses sont terminées, moi je vous dis non, c'est clairement pas fini. Tout simplement parce que tous les éléments sont là, des particuliers qui ont acheté, des professionnels qui commencent à avoir des doutes et certains se sont pris d'énormes gadins l'année dernière et ils commencent à capter qu'il va falloir réduire les leviers pour ne pas se faire couper la tronche et forcément ça amène une psychologie baissière dans le marché et comme je vous dis c'est le jeu c'est le jeu des classiques des chaises musicales. Je vous ai prévenu dans les dernières années que tout le monde se regardait dans le blanc des yeux en sachant il ne faut pas s'asseoir en premier hein, dans le marché, c'est toujours comme ça, c'est le jeu des chaises musicales, voilà, celui qui est là on parle de smart money, de gros millions et de milliards. Là, on ne peut pas jouer à s'asseoir en premier, parce que celui qui commence à vendre direct à coups de milliards, si le marché continue de monter, il ne peut plus racheter. Donc le problème, c'était ça, c'est qu'il ne fallait pas sortir en premier, il fallait attendre que la musique s'arrête. Pour moi, la musique s'est arrêtée, hein, et là, on est au moment de savoir, merde, on compte les chaises pour savoir comment on peut s'asseoir. On voit bien que la musique ne s'est pas encore arrêtée. La musique, on voit bien qu'elle est complètement ralentie, et tout le monde se regarde plus que blanc dans le blanc des yeux. Cette fois, on est tous en train de se rapprocher des chaises et de savoir qui va se retrouver tout seul comme un con. Hein, c'est clairement ça le timing dans lequel on est. Donc l'ambiance, elle n'est pas super bandante, et pourtant, il se passe quoi? Toute la logique montre que ça ne devrait pas être super reluisant en termes de pricing dans le marché et en termes de confiance, mais vous avez toujours les mêmes analystes fantastiques, ceux qui vous disaient de ne pas vendre le sommet historique parce que c'était trop dangereux de vendre un marché sur un sommet historique, ils se sont bien quand même pris des gadins cette année et l'année dernière, ils se sont bien plantés, hein, ceux qui vous annonçaient 15% de gains en moyenne sur le S&P 500 en 2018, ils l'ont bien fermé leur gueule à la clôture, hein, il n'y en a pas un qui est revenu dire « Ah, on s'est peut-être trompé quand même hein. ». Non, et c'est les mêmes qui vous disent ici probablement des excès de marché baissier qui vont être rachetés by the dip, tout va bien, la consommation va toujours bien. Bon, en fait, il suffit de regarder où on veut, hein. C'est-à-dire que si on garde ces petites œillères de permaboule, c'est facile évidemment de regarder les choses qui vont toujours bien. Oui, il y a toujours de la consommation dans les ménages, il y a toujours une confiance aux États-Unis. Par contre, si vous regardez les indicateurs avancés, eux, ils sont tous carrément mauvais. On voit carrément que le crédit interbancaire commence à faiblir, donc ça c'est le pire du pire, hein. Ça c'est l'annonce d'une crise à très court terme, les courbes de taux inversées, la totale. Donc tout est là, hein, encore une fois, Grey Rhino, mais personne n'y croit parce que trop de vendeurs, c'est trop évident, la grande classique. Donc la psychologie baissière, la technique pour moi baissière sous résistance, à laquelle on va ajouter un troisième élément qui est le timing baissier, hein, puisque donc on ajoute cette publication de résultats, donc Q4 2018, qui va donc être comparé quarter on quarter à Q4 2017, qui était donc le plus génialissime, permalicornien et bullesque de tout ce cycle économique, hein, donc le meilleur trimestre en 2017, celui qui a donc catalysé la surchauffe
parabolique des indices américains, hein, se projetant vers des profits mirobolants, hein, puisque du coup 2017 c'était tout l'effet conjoncturel de l'arrivée des bénéfices du tax plan qu'on ressent déjà aujourd'hui, hein, sur la fiscalité, c'est-à-dire que ça fait beaucoup moins de rentrées d'argent sur l'État américain, hein, donc ça se voit sur la devise et compagnie, hein, donc c'était la sortie, l'effet d'annonce, le truc génialissime, les entreprises allaient générer du cash, oui elles ont généré du cash, c'était un effet comme on appelle transitoire, c'était un effet conjoncturel, c'est-à-dire une conjonction d'énormément d'éléments positifs qui ont permis ces résultats en 2017 complètement mirobolants. Maintenant qu'on va comparer year on year, enfin quarter on quarter, on va forcément avoir des choses moins bien, donc comme le momentum se dégrade, voire même s'inverse, c'est-à-dire que là on va probablement avoir un quarter bien plus mauvais, enfin plus mauvais que 2017, c'est-à-dire un momentum négatif year on year, et là je peux vous dire que ça normalement sur les valorisations indicielles ça fait très mal. Donc on a une saisonnalité absolument affreuse, un timing affreux en annuel, hein, puisque là je vous parle donc, enfin en trimestriel, donc un timing trimestriel absolument affreux, dans un marché techniquement probablement baissier, avec une pattern psychologique Grey Rhino qui fait que tout indique qu'on va se péter la tronche, mais personne n'y croit, donc c'est absolument magnifique, et on va voir si j'ai eu tort ou si j'ai eu raison, mais moi très sincèrement, je pense que d'ici le prochain quarter, on va se péter des baisse de 20% sur les indices au minimum pour aller chercher l'entrée dans les bear markets, c'est-à-dire que le bear market on l'a en Europe, on l'a en Chine, on l'a au Japon, mais on ne l'a pas aux États-Unis, rassurez-vous, ça arrive. Donc moi je pense que c'est ça le trade des prochains mois, un gros pétage de gueule type Grey Rhino, c'est-à-dire ça va tomber, puis quand ça va tomber les mecs vont dire si au final ça tombe, voilà, mais le mouvement va être tellement rapide que personne ne pourra le prendre, sauf ceux qui l'auront anticipé. Raison pour laquelle, si vous le faites avec un risque ratio rendement, que vous ne risquez pas votre maison là-dessus, c'est-à-dire que ça reste dans un cadre spéculatif, après, soit vous le faites, soit vous avez jamais tradé d'indice, vous y allez mollo, vous risquez pas plus de 5% de capital sur votre scénario. Si vous avez déjà pris des gains sur les indices comme moi et que vous faites le choix d'être agressif et de réinvestir ces gains, réinvestissez vos gains. Voilà, moi j'ai choisi de réinvestir la moitié des gains que j'ai fait sur les indices pour l'instant, un peu moins même de la moitié. Je choisis de réinvestir ça et ça me fait donc un risque de 15%. Alors oui, ça fait grincer des dents certains, mais pour moi ça me fait pas flipper du tout. C'est juste normal, je réinvestis des gains passés, je construis ma tendance et évidemment j'hésiterai pas je cacherai pas les pertes si elles doivent arriver, hein, voilà, c'est vraiment, il faut que vous compreniez ça. Donc c'est tout comme il faudra pas pleurer si ça valide et que je prends les gros gains, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc moi j'hésite pas, je suis un trader, c'est mon rôle de prendre un billet de marché, je vous l'ai donné avec tous les risques que ça comporte, hein, encore une fois, moi en faisant ça je prends un risque financier puisqu'évidemment si je me plante je vais prendre une perte. Je prends en plus de ça le risque de poser mes couilles sur la table. Je veux dire, c'est à chaque fois que je vous propose des trades, c'est en quelque sorte une partie de ma crédibilité qui est remise en cause. Hein, je sais très bien que vous me jugez sur ce que je fais. Donc il va de soi que si jamais je me plante, je m'attends à me faire pendre sur la place publique et il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Bon, je m'en fous. Hein, moi, encore une fois, ceux qui te pendent sur un trade, c'est souvent ceux qui n'ont rien compris. Mais c'est pas grave. Bref, voilà. Donc je ne suis pas là cette semaine. Je surveille tout ça de loin. Mes niveaux d'invalidation sont en conséquence, c'est-à-dire que j'ai pas mis un stop à 2700, hein, pardon, hop, je reviens sur le, voilà, j'essaie de revenir sur mon truc, ok, voilà, donc on est là, hein, mon stop est là-haut, hein, pour moi les invalidations sont là, si le marché revient là sans me laisser gérer mon risque. Par contre, qu'on soit d'accord, hein, il y aura une gestion du risque pour payer ses stop-loss, c'est-à-dire que là, si le marché il tombe, d'accord, je ne sais pas encore où est le sommet, j'en sais rien, ça se trouve, il y a encore un petit peu à faire, là, ils vont essayer de grappiller en début de semaine, Apple, ou je sais quoi, hein, voilà, il peut très bien qu'il y ait encore un petit peu d'euphorie au début de la semaine, d'accord, quand le sommet est trouvé, d'accord, pour moi, le stop, c'est là. Donc, le principe, ce sera de dire un ratio risque-rendement habituel, qui est celui de la gestion du risque des spéculateurs. Voilà. Si le sommet, on l'a déjà fait, c'est-à-dire si là, on devait ouvrir en gap, j'en sais rien, je n'ai même pas regardé les cotations du dimanche. Donc là, voilà. Le truc, c'est de vous dire 1 pour 1. Donc, admettons, on fait un sommet ici, 2685. Voilà. Si on devait faire ça, vous dites 1 pour 1. Dès qu'on se rapproche de ce ratio-là, voilà, avec un stop ici, vous pouvez être certain que les spéculateurs vont sécuriser. Donc, dans ce cas-là, si on monte un peu, c'est par là qu'il faut commencer à vous dire, ok, là, je commence à récupérer une partie de mes gains pour payer mon stop. D'accord ? C'est un peu comme là, dans ce cas-là, on fera une première petite hésitation par là, et c'est si ça dérouille derrière que ça va devenir un peu plus sanguin. Ok ? Donc n'oubliez surtout pas cette étape gestion du risque. Si c'est direct ici, hein, vous pouvez être certain que dans ce cas-là, ça va un peu plus bas. Le stop, il est là. L'invalidation, dans ce cas-là, 1 pour 1, elle sera
là, voilà, par là, hop, et dans ce cas-là, on viendra probablement revisiter cette zone support. Donc, n'oubliez pas et gardez ça en tête. Moi, c'est tout ce que je fais la semaine prochaine. C'est les seules options. Soit je ne fais rien parce que je ne pense pas qu'en une semaine on puisse être là. Bon, si on y est, hein, bah, ce sera un stop en une semaine. Dans ce cas-là, bah, tant pis, hein, je ravalerai ma fierté. Et dans tous les cas, je vais être très clair. Hein, si ça arrive, je vous raconte même pas la tronche du dollar. Hein. C'est-à-dire que si ça monte ici en quelques semaines et que ça va me chasser le stop, le dollar, il finit là. Hein. Voilà. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a une gestion du risque à faire sur le dollar ici. Raison pour laquelle je pense qu'on va baisser indice et dollar pendant un petit moment, mais qu'ici, il va y avoir une remontada quand même assez profonde. Par contre, voilà, indices qui vont rechercher les sommets historiques, c'est le dollar qui perd 20% et j'y vais gentil. Hein, voilà. C'est 15-20% de baisse sur le dollar. En fait, tout simplement, c'est le déclenchement des scénarios mensuels. Hein. C'est-à-dire qu'en mensuel, on va casser ce bottom. Hein. Et si jamais on s'amuse à aller trader du sommet historique sur les indices américains, bah voilà, en ligne droite, on ira là. Et là, ça fait quand même mal. Hein, voilà. Donc je vous laisse même pas imaginer la perte du billet vert si jamais on s'amuse à lancer une tendance baissière en mensuel. Bref, donc j'y crois pas, je n'absorbe absolument pas ce qui est analytiquement proposé pour l'instant, hein, qui revient à dire oui, effectivement, il y a eu des pressions baissières, mais elles étaient peut-être un peu exacerbées. La volatilité devrait se calmer parce qu'on y est peut-être allé un peu fort en 2018. Bon, ben moi je pense pas, parce que tout simplement, on est en contre-pied des grosses conneries qu'on a faites en 2017 et qu'il va falloir payer tout ça. C'est-à-dire que vous prenez tous les gros, hein, tous les Microsoft et compagnie, vous leur enlevez tout ce qu'ils ont gagné depuis 2017. Et ça nous ramène ici, hein, donc là autant vous dire, sur Microsoft ça fait un bon divided by 2, hein, ça veut dire que l'objectif de fin de consolidation, l'objectif de fin de crack pour moi sur ce truc-là c'est 50. Après je vous rappelle qu'un crack ça se construit en plusieurs phases. Donc là à mon avis il reste là, boum, la phase épidermique, la panique à bord, hein, et là il n'y a pas de volume, donc c'est évidemment par là qu'on va aller. Derrière vous savez que c'est la nouvelle remontada classique, deux vagues d'espoir, et puis derrière la longue phase de purge et de crack avec la valeur qui s'écroule et qui viendra donc normalement à terme vers chercher les 55. Désolé pour la petite erreur graphique. Je fais à Microsoft, hein, mais c'est la même chose pour Google, dans des cycles plus avancés, hein, c'est-à-dire que Google, ça peut remonter un coup ici, mais derrière, boum, une grosse phase épidermique, et normalement Google, ça revient visiter pareil, hein, des 700, 500, 600, ça perd 50% de ses prix, et puis évidemment derrière on reprend, hein, il n'y a pas de souci, ça restera des cycles acheteurs sur ces valeurs-là, hein, mais c'est par là que ça s'achète, hein, voilà, 700, et on en est encore très loin. Les Facebook, bah, même chose. Hein. Bon, là, on a bien plus avancé sur le cycle. Hein. Mais est-ce que Facebook, ça a paniqué pour l'instant? Non, pour l'instant, c'était même plutôt construit. Hein. Donc, je ne serais pas surpris que Facebook nous mette une petite cartouchasse. Maintenant, elle, je ne la vends pas. Hein. Elle ne fait pas partie du panel que je vends pour les raisons qu'elle est déjà assez avancée dans le cycle correctif. Par rapport à son sommet historique, elle a déjà perdu 45%. Ça corrobore la possibilité qu'on ait déjà fini la première vague de ce marché, ou en tout cas, si ça pousse, ça va essayer d'aller chasser sous ses supports et des trucs comme ça, mais il n'y a plus grand-chose à espérer sur cette valeur par rapport au risque de se faire cartoucher si on est dans le mauvais sens. Donc si vous voulez, en termes de ratio risque-rendement, Facebook, si ça devait être racheté, ça va monter très vite. Dans ce cas-là, vous faites péter le stop très vite et vous coûte très cher. Pour un gain qui n'est pas génial derrière. Alors que franchement, Microsoft, bah voilà, vous foutez juste un stop là, ça remonte, bah tant pis, vous vous faites chasser, ça tombe, vous prenez un max. Voilà, c'est 1 pour 5 ou pour 6 en termes de ratio. Donc moi, j'hésite pas hein, clairement à y aller là-dessus. Google, voilà, tous ces trucs-là. Les Netflix, c'est déjà sécurisé, donc il n'y aura pas de risque. Amazon, bah voilà, même chose, pour moi, un truc comme ça, pattern de stop en daily. Il vient ici, ça chute et je peux y aller sans problème pour viser au moins ici sous les 1100 ou 1000 $. Hein, mais je pense qu'on peut sans problème revenir refermer cette zone de volume. Voilou. Qu'est-ce que voilà, Boeing, hein, donc celle-là, je vous en ai parlé en fin de semaine dernière. Hein. Alors elle, pour moi, c'est vraiment la licorne. C'est la dernière à tomber. Celle-là, elle tombe, elle va faire mal. C'est là où clairement il y a le plus de gains à faire. D'ailleurs, parmi toutes les expositions, hein, c'est celle que j'ai probablement le plus. J'ai pas mordu la maison là-dessus, hein, qu'on est bien d'accord. Mais c'est là où clairement j'espère récolter le plus, tout simplement parce que là, à mon avis, c'est juste complètement con. Donc, hein, même chose, on va comparer quarter on quarter, c'est-à-dire qu'ici, on va vérifier, on va comparer donc ça, hein, le moment où ici, on était mais fantastique, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrivait était absolument mais génialissime. Ça ne faisait que monter en flèche des carnets de commandes qui étaient des commandes en hausse de ouf. On attendait ce secteur en énorme croissance.
Là, on commence à comprendre que bon, un peu moins, et au bout d'un moment, il va falloir payer ces conneries. Hein. Prix parabolique égale bulle, égale le fait qu'on ne peut pas sortir de ces structures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme de sortie. Quand ça sort, ça se pète forcément la gueule en ligne droite. Donc le problème, c'est que bah voilà, c'est exactement. Oui, souvent, il y en a qui disent, ouais, bah, je suis l'avocat du diable. En fait, vous savez, moi, les gens qui me critiquent, je les écoute, hein, j'écoute leurs arguments. Alors certains ont de bons arguments. Hein. C'est vrai que bah, y en a qui vont dire Phil, il est un peu trop agressif, un peu trop rapide. C'est clairement vrai. Hein. J'ai aucun problème, je l'assume pleinement. Je suis pas parfait, je connais mes travers, je les accepte. Par contre, il y en a, c'est Phil, c'est beaucoup de blabla, mais il fait pas grand chose. Bon, alors eux, par contre, c'est n'importe quoi. Hein. Je fais pas partie de ces gens qui parlent et qui traitent pas. Hein. Je pense que vous l'avez quand même compris ça. Donc tout ce que je vous dis, je le trade, hein, moi le premier, et je vous invite d'ailleurs pas à me suivre. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que vous compreniez comment je gère le risque, et de vous faire comprendre qu'en étant agressif, évidemment quand ça passe, on prend des gains de taré, mais il faut accepter l'échec, et surtout qu'il faut bien construire son scénario. Donc pour moi, il y a un élément ici absolument conjecturel sur cette publication de résultats, qui amène à un carnage absolu, mais je trouve ça absolument magnifique que face à ça, la psychologie soit bullish. Vous regardez le marché, il a envie d'acheter. Enfin, vous regardez le marché, vous regardez les analystes, ils sont en train. Putain, mais je me marrais l'autre jour, hein, je regardais. Allez, on va se marrer, on va se faire un petit coup d'analysme pour finir l'émission. C'est pas pour taper sur les doigts, j'aime pas faire ça. Mais c'est simplement pour vous montrer le Grey Rhino. Hein, voilà. Donc là, par exemple, on va faire Boeing. Investing. Voilà. Hop, investing, c'est très bien. Voilà. Boeing sur investing. Ok. On va regarder les actualités et analyses. Voilà. Hein, donc voilà. Alors bon, oula, non mais c'est pas ça que je voudrais. Mais non, mais on va pas faire sur Investing, on va faire sur Finviz. Voilà. On va faire chez Finviz, c'est beaucoup mieux. Hop, on va chercher BA. Voilà. Hein, regardez-moi ça, c'est pas beau? Regardez ça en janvier là. Depuis le 19 janvier, vous avez Morgan Stanley qui vient de passer en overweight, vous avez Susquehanna qui vient de passer positif sur la valeur, c'est quand même génial, non? C'est-à-dire que là, en fait, vous avez des analystes qui disent, eh ben, faut acheter Boeing, c'est sous résistance, c'est une pure bubule, et vous avez des mecs qui vous disent, ah ben non, mais faut pas hésiter, faut acheter, hein, voilà, le consensus analytique, globalement, extrêmement à l'achat, donc les targets moyennes, hein, c'est du 400, on va dire 400 $, hein. C'est-à-dire les targets non encore atteintes, c'est 400 $. On a même donc cette magnifique target d'UBS à 515. Alors l'analyste UBS, celui-là, je vous dis, mais absolument magique. Parce que celui-là, avec une target à 515, hein, alors accrochez-vous bien quand même, hein. Donc la target, pour grosso merdo, c'est 400. Hein, c'est-à-dire que la plupart disent sommet historique, et en gros, ils targetent le fait qu'on va aller chercher cette nouvelle résistance-là, c'est-à-dire ce nouveau truc, et continuer dans le biseau d'élargissement. Tout à fait possible. Je vous dis, pour moi, si ça ne marche pas sur cette valeur-là, c'est ce qu'on va faire. On va gaper à la hausse, et on va venir coter cette zone de prix sans problème, si jamais les résultats sont bons. Si les résultats sont mitigés, ça ne va pas être bon, parce que évidemment, le momentum global du marché est plutôt baissier. Donc je pense que la neutralité sera vendue, d'autant plus sous résistance. Donc là, en fait, on anticipe que c'est bon, que tout va bien. Ça tombe dans le consensus, ce ne sera pas bon, parce que ce sera moins bon que le quarter Q4 2017. Donc quarter on quarter, en fait, on priceait il y a un an ici, d'accord, regardez, 17 janvier, c'était là. Voilà, dernière publication de résultats, c'était ici. Donc en fait, il y a un an, on était au même prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Boeing est obligé de sortir les mêmes résultats que Q4 2017 pour justifier la valorisation actuelle. J'ai peu de chance, j'ai je pense pas. Voilà. Donc je pense pas non plus au profit warning et au fait que ce sera cataclysmique pour Boeing, mais tout simplement, pour moi ça va rater le consensus. Et comme ça va rater le consensus, ça va probablement vendre, hein, on est sous résistance, et voilà. Donc Boeing, j'hésite pas, hein, voilà. Maintenant, on est d'accord, je peux me planter, c'est la grosse semaine, et en plus, donc NFP à la fin pour envoyer tout le monde vers des nouvelles cimes ou des nouveaux abysses, si évidemment, voilà. Donc attendez-vous à une semaine de dingo, hein, clairement. S'il y a un biais directionnel dans la semaine, c'est carnage. Après, si ça se pondère, c'est-à-dire s'il y a un résultat qui est bon, un résultat qui est pas bon, un résultat qui est bon, qui est pas bon, et que grosso merdo, on est plutôt hésitant, dans ce cas-là, il faudra attendre la semaine suivante, et dans ce cas-là, j'espère être là avec vous pour profiter des baisses et des éventuelles validations sur ces signaux. Parce qu'évidemment, hein, comme d'hab, moi, je suis désolé, mais je suis d'un naturel positif dans mon trading, c'est-à-dire que je ne suis pas en train d'imaginer la perte, bien au contraire, moi je me projette très largement sur des baisses de valorisation et la validation de mes scénarios. Par contre, évidemment, je ne vais pas lutter contre le marché s'il me montre que j'ai tort.
Voilà, donc soyez sages. Le message que j'essayais de vous transmettre ici, c'est donc le triplette timing, technique et sentiment de marché qui sont tous très inquiétants sous des résistances et qui invitent donc à des shorts, mais avec une gestion du risque, du fait qu'on attend cette semaine volatile et que ne soyez pas et ne prenez jamais ce risque de jouer les devins. Voilà, bye bye et bonne semaine. On se revoit en février du coup.